Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'un des vignobles les plus célèbres de France, de l'un des vins les plus acclamés au monde, mais aussi de l'un des châteaux les plus mystérieux. Ses clients, tant professionnels que particuliers, sont triés sur le volet. Sa dégustation est toujours un moment suspendu et privilégié même pour les palais les plus expérimentés, et rares sont ceux qui ont eu la chance d'être accueillis au château pour une visite. Je dis château par convenance, et pour faire usage du terme communément utilisé pour désigner une propriété viticole dans le Bordelais, car en fait, de château, il n'y en a pas. Si vous quittez le petit village de Catusseau vers le nord en prenant la route de Lussac, après avoir longé le vignoble du vieux château Certan, vous apercevrez un ensemble de bâtiments en pierre de taille, de couleur crème, plantés d'un mât où flotte le drapeau tricolore, surmonté de 2 clés et de la lettre P. Puis en vous rapprochant, vous pourrez distinguer depuis le bord de la route une petite alcôve dans laquelle trône une statue de Saint-Pierre. Pendant longtemps, c'était le seul signe distinctif qui pouvait renseigner le voyageur venant pour la première fois à Pomerol qu'il était bien arrivé à destination. Depuis la dernière rénovation de la cuverie et du bâtiment d'accueil, le nom de la propriété s'inscrit désormais en lettres dorées sur le mur. Un nom mythique qui résonne comme un Graal pour tous les amateurs de vin, Pétrus. Le caractère mythique de Pétrus, qui est sans équivalent dans le monde du vin, tient bien sûr à son exceptionnelle qualité comme nous le verrons, mais aussi à l'aura de mystère qui entoure la propriété. Une aura qui se développe d'abord et surtout par transmission orale. Il n'existe pas de publication officielle sur Pétrus, pas de site web que vous pouvez aller visiter, seulement quelques lignes dans les guides de vin. Les quelques informations dont disposent les collectionneurs sont partagées de bouche à oreille par les privilégiés qui ont eu la chance de visiter le château ou de rencontrer ses propriétaires, ou encore distillées au détour des rares interviews accordées par la famille Moueix ou par les Berrouet qui président aux destinées de Pétrus depuis des décennies. En 2023, a été publié à compte d'auteur par Christophe Choisy l'un des seuls ouvrages qui existent sur le château. Et c'est notamment sur ce livre, intitulé « Pétrus, la construction d'un mythe viticole », que je me suis appuyé pour vous raconter aujourd'hui l'histoire du château le plus secret de France. Pétrus, à l'origine, c'est un hameau de Pomerol, comme Certan ou Gazin, et dont le nom apparaît pour la première fois en 1811 pour désigner une petite ferme proche du bourg de Pomerol. L'origine du nom en lui-même reste incertaine, et tient peut-être à la présence romaine avérée à Pomerol dans l'Antiquité, ou au passage des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et de l'ordre de Malte, dont on a également retrouvé les traces dans ce village sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On ne sait pas exactement à quand remonte le début de la production viticole de la propriété, mais une liste de transactions établies par les courtiers Tastet et Lautonne en 1837 fait état d'un château Pétrus appartenant à la famille Arnaud et produisant 12 à 15 tonneaux d'un vin qui se négocie autour de 300 francs le tonneau à l'époque. En 1868, il apparaît pour la première fois dans le guide de référence des vins de Bordeaux, le Bordeaux et ses vins de Cox et Ferret, aux côtés de Vieux Château Certan et de Château Trotanois. Pétrus va commencer à gagner en renommée en remportant par 2 fois la médaille d'or au concours de l'Exposition universelle de Paris, en 1878, puis de nouveau en 1889. En 1898, Pétrus devient officieusement premier cru de Pomerol dans le Cox et Ferret, qui mentionne désormais une production de 35 tonneaux. L'étiquette porte la mention de Château Pétrus, avec une gravure représentant une maison avec une tour et les médailles glanées lors des 2 expositions universelles. Dans le guide, le propriétaire indique que le millésime 1887 s'est vendu à 3000 francs le tonneau et fait la réclame en ces termes. Le vieux château Certan, situé sur un sol graveleux, produit un vin qui a longtemps été premier cru de Pomerol.
ce rang distingué lui est disputé par Château Pétrus. Les deux crus, également recherchés par le commerce, aux prix élevés, se distinguent Château Pétrus par plus de corps, Vieux Château Certan par un peu plus de finesse. Les deux ont leurs partisans. En 1900, Pétrus est l'un des membres fondateurs du syndicat de Pomerol qui a pour vocation la défense de l'origine Pomerol, notamment contre les vignerons du village voisin de Lalande, et ce, avant même l'adoption de la première loi sur les fraudes de 1905. Mais c'est une jeune hôtelière restauratrice de Libourne qui va changer le destin de Pétrus en commençant à racheter des parts de la propriété en 1922, Marie-Louise Garibay, qui deviendra plus connue après son mariage sous le nom de son mari, Madame Loubat. Tout au long des années 30, elle renforce peu à peu sa position à Pétrus et finit par racheter toutes les parts du domaine en 1945. Concomitamment, un jeune négociant installé à Libourne et qui a déjà racheté le château Fonroc à Saint-Émilion en 1930 commence à faire parler de lui en gagnant de plus en plus de parts de marché grâce à une méthode de vente dite à la corésienne, c'est-à-dire en faisant du porte-à-porte. À la corésienne, parce que c'est de là que vient Jean-Pierre Moueix, né en 1913 dans le petit village de Ligignac aux confins de la Corrèze et du Cantal, fils de Jean Moueix et Anne-Adèle Monange. Si le nom de Moueix devient bientôt célèbre à travers les établissements du même nom fondés en 1937, la famille honorera le nom de Monange en renommant, lors du rachat de 2008, le château Bel-Air, premier grand cru classé de Saint-Émilion, en château Bel-Air Monange. Madame Loubat trouve en Jean-Pierre Moueix le distributeur énergique et visionnaire qu'il faut à Pétrus. Et le château continue de se développer à l'export sur ses marchés traditionnels comme le Benelux, mais aussi au Royaume-Uni et outre-Atlantique. L'ouverture du marché américain est d'ailleurs emblématique de la philosophie et de la méthode Moueix. En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les stocks de vin français sont complètement épuisés aux États-Unis, et le blocus imposé par les Allemands pendant la guerre a empêché toute exportation. Réalisant avant tout le monde l'importance d'être le premier à réouvrir le marché, Jean-Pierre Moueix s'embarque pour New York dès 1945 avec des échantillons pour faire de la promotion. Et ça marche. En quelques années, Pétrus devient le vin préféré de la jet-set new-yorkaise. Cet instinct commercial finit de convaincre Madame Loubat, qui fait des établissements Moueix le distributeur exclusif de Pétrus en 1947. Les deux personnages sont sur la même longueur d'onde. Et, conscients de la valeur et de la qualité de Pétrus qu'ils entendent bien faire découvrir aux acheteurs du monde entier, ils se mettent d'accord sur une politique de prix devenue célèbre. Pétrus ne sera jamais moins cher que son rival saint-émilionnais Cheval Blanc. En 1945, le tonneau se négocie à 80 000 francs. En 1947, le prix est monté à 100 000 francs. Et en 1949, il faut désormais débourser 250 000 francs pour un tonneau de Pétrus. Pour soutenir le développement commercial de son château, Madame Loubat a elle aussi plus d'un tour dans son sac. Et sa plus grande inspiration, rentrée dans l'histoire, est d'envoyer en cadeau à la princesse Élisabeth du Royaume-Uni, future reine Élisabeth II, une caisse de Pétrus. La princesse serait-elle tombée sous le charme du grand vin de Pomerol ? Toujours est-il que le 20 novembre 1947, le vin servi pour célébrer ses noces avec Philippe de Grèce, futur duc d'Édimbourg, c'est Pétrus 1938. Et que Madame Loubat a même le privilège d'être invitée au mariage royal, ce qui lui vaudra le surnom de Grande Dame de Pomerol. Toujours tirée à quatre épingles et d'une grande élégance, Madame Loubat ne manquait cependant pas d'humour ni de générosité. Et en accueillant en 1955 le jeune curé de 30 ans qui vient s'établir à Pomerol, elle lui offre 3 caisses de Pétrus, 1949, 50 et 52, en lui glissant avec malice « Étant donné votre âge et le mien, vous aurez certainement à m'enterrer. » C'est d'ailleurs ce qui fera dire aux habitants des environs qu'à Pomerol, on ne déguste Pétrus qu'au château ou chez le curé.
1956, Pomerol est frappé de plein fouet par l'un des événements climatiques les plus dramatiques qu'ait connu le vignoble bordelais au XXe siècle. Un mois de février excessivement froid, avec des températures inférieures à -10 degrés pendant 28 jours consécutifs, et qui va décimer tout le vignoble, forçant les producteurs à presque tout replanter. En 1957, Pétrus ne produira que 8 tonneaux de vin. Mais malgré cet épisode catastrophique du gel de 1956, la production va peu à peu reprendre ses droits et Pétrus va continuer à aller de l'avant et sa réputation se développer. En 1959, il est même servi par les Kennedy à la Maison-Blanche. La légende est en marche, Pétrus est réservé à la table des plus grands. Des années plus tard, Jacques Chaban-Delmas racontera même l'anecdote d'un dîner officiel à l'Élysée avec une délégation étrangère. Lui, le ministre maire de Bordeaux, attablé avec les autres ministres et diplomates, couvant d'un œil envieux et gourmand la bouteille de Pétrus, servie ce soir-là uniquement à la table présidentielle, protocole oblige. L'année 1961 va marquer un tournant pour Pétrus. Après un printemps compliqué, l'été est marqué par un épisode de canicule et de sécheresse qui fait craindre pour la récolte, avant que des pluies salutaires au mois d'août ne viennent sauver le millésime. Madame Louba a juste le temps de suivre les vendanges et les vinifications avant de s'éteindre le 5 novembre 1961 à l'âge de 85 ans, en laissant en guise de testament l'un des plus grands millésimes jamais produits à Pétrus. La propriété est partagée entre sa nièce, Marie-Louise Lacoste Louba, dite Lily, et son neveu, Jean-Louis Robert Lignac, qui cherchera à s'approprier le château sans succès avant de finir par céder ses parts à Jean-Pierre Moueix. Après 2 millésimes vinifiés avec l'aide du grand œnologue bordelais Émile Pénaud en 62 et 63, Jean-Pierre Moueix recrute en 1964 Jean-Claude Berrouet, à seulement 22 ans. Œnologue talentueux mais très peu expérimenté, Berrouet avouera plus tard avoir vinifié le 1964 au feeling. Un millésime compliqué, avec des fermentations si difficiles à contrôler qu'il faut parfois mettre des pains de glace dans les cuves pour les refroidir, et que certaines ne finiront leur fermentation alcoolique que début 65. Mais ce premier essai est néanmoins fructueux, et le millésime 64 est une réussite, à l'inverse de 1965, qui sera jugé d'une qualité insuffisante pour être mise en bouteille sous la prestigieuse étiquette. Inutile donc de chercher le millésime 65, il n'existe pas. À cette époque, Pétrus produit environ 35 tonneaux par an, pour 6 hectares et demi. Mais cette surface va grandir pour atteindre les 11 hectares et demi que compte la propriété aujourd'hui, suite au rachat en 1969 par Jean-Pierre Moueix de 2 parcelles du Château Gazin qui sont incorporées à Pétrus. C'est aussi à la fin des années 60 que la mise en bouteille systématique à la propriété s'impose. Mais les années 70 sont une décennie compliquée à Bordeaux, avec des millésimes difficiles, des déboires financiers pour de nombreux châteaux et négociants, et l'arrivée des vendanges à la machine. Mais, tant pour Pétrus que pour les autres vins qu'il achète, Jean-Pierre Moueix, désormais secondé de ses fils Christian et Jean-François, tient bon et refuse tout raisin vendangé à la machine qu'il estime incompatible avec la qualité. Les millésimes 70, 71 et 75, tous très aboutis, lui donnent d'ailleurs raison. Pétrus va repartir de l'avant dans les années 80, avec de grands millésimes comme 82, 89 et 90, et le boom du marché américain, porté par le jeune avocat reconverti critique Robert Parker, va voir la réputation et les prix de Pétrus s'envoler. À part le gel de 1991, les années 90 se déroulent sans encombre. Mais en 2000, une querelle judiciaire éclate entre Madame Louba et la famille Moueix autour de la gérance de Pétrus. Après plusieurs épisodes judiciaires, elle se soldera finalement par un accord qui aurait coûté 9 millions d'euros et 1200 bouteilles. Une grande page de l'histoire de Pétrus se tourne en 2003 avec le décès de Jean-Pierre Moueix le 28 mars, à l'âge de 89 ans. Et le monde du vin perd l'une de ses plus grandes figures. Mais c'est aussi vrai
et c'est moins connu, pour le monde de l'art. Car Jean-Pierre Moueix, homme discret, peu enclin à se mettre en avant, était aussi un collectionneur d'art averti depuis sa jeunesse. Il aurait acheté son premier dessin de Maurice Utrillo à seulement 18 ans, et il avait constitué au cours de sa vie une collection exceptionnelle d'œuvres de Cézanne, Picasso, Dufy ou encore Rothko. Il avait notamment acquis, en 1977, le fameux triptyque de Francis Bacon. Le peintre, grand amateur de Pétrus, venait d'ailleurs régulièrement à Pomerol, et il se murmure que l'œuvre aurait été payée en caisse de Pétrus. En avril 2008, elle sera revendue aux enchères à New York par la maison Sotheby's et acquise par le milliardaire russe Roman Abramovitch pour 86,3 millions de dollars. On dit souvent que de tous les grands vignobles bordelais, Pomerol est le seul où il n'y a pas de classement, pas de hiérarchie entre les crus, comme à Saint-Émilion depuis 1955, dans les Graves depuis 1953, ou dans le Médoc et le Sauternais depuis 1855. Eh bien en fait, c'est incorrect. Il existe, ou plutôt, il a existé, un classement des vins de Pomerol, établi en 1943 par l'administration, et qui a été mis aux oubliettes à la Libération, avec le reste de l'héritage du régime de Vichy. Dans ce classement, Pétrus était listé comme premier cru. Et comme on l'a abordé dans l'histoire du domaine, le cœur du plateau de Pomerol est depuis longtemps considéré comme le meilleur terroir de l'appellation. L'appellation Pomerol couvre 813 hectares autour des bourgs de Pomerol et de Catusseau, délimités au nord par le ruisseau de la Barbanne, la voie ferrée Libourne-Bergerac au sud, la départementale 910 à l'ouest et la limite communale avec Saint-Émilion à l'est. Il y a même une petite parcelle du château La Conseillante qui, étant située sur la commune de Saint-Émilion, fait l'objet d'une dérogation pour entrer dans l'appellation Pomerol. Contrairement à Saint-Émilion, son plateau et ses coteaux calcaires, on décrit souvent Pomerol comme une appellation plate, et ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, Pomerol est une sorte de plateau aux pentes très douces et qui culmine à Pétrus à 42 mètres d'altitude. Si le terroir de Pomerol est généralement décrit comme un mélange de graves, d'argiles et de sable, il existe en fait des terroirs bien distincts avec des zones particulièrement graveleuses, comme à Château-le-Pin ou sur une partie du Château Lafleur, et une zone très argileuse, connue sous le nom de boutonnière argileuse ou de boutonnière de Pétrus. En surface, on y trouve une couche d'argile de couleur sombre appelée montmorillonite, et en profondeur une autre couche d'argile de couleur bleue appelée smectite, riche en dépôts d'oxyde de fer, aussi appelés crasse de fer. Ce terroir unique, et dont Pétrus occupe la plus grande partie, convient particulièrement bien au merlot et possède des propriétés hydriques rares. La combinaison des deux argiles fonctionne comme une éponge qui absorbe et retient les pluies, puis, une fois saturée, devient imperméable et évacue l'excédent d'eau. Pendant les périodes sèches, la vigne dispose donc d'une réserve d'humidité qui lui évite les stress hydriques de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Et c'est cette particularité qui explique à la fois l'assemblage de Pétrus et sa qualité. Avant le gel de 1956, il y avait encore un peu de Cabernet Franc, mais qui a été arraché pour être remplacé par le Merlot, cépage emblématique de Pomerol, et soliste à Pétrus, là où ses voisins Lafleur ou Vieux Château-Certan font aussi la part belle au vieux Cabernet Franc. Le Merlot est un cépage assez vigoureux qui produit généralement des vins ronds et intenses, aux tanins souples et aux arômes de fruits noirs et de prunes. C'est une variété assez précoce, ce qui en fait un cépage de choix dans les régions tempérées, et la raison pour laquelle c'est, de loin, la variété dominante à Bordeaux où elle est largement plantée depuis au moins le XVIIIe siècle. Mais c'est aussi cette précocité qui la rend particulièrement sensible aux gelées de printemps ou à la coulure, c'est-à-dire une fécondation incomplète à la floraison provoquée par la pluie et qui diminue le rendement de la vigne. Mais surtout, le merlot est un cépage qui ne supporte pas la médiocrité.
ne possédant généralement pas ni la finesse aromatique du Cabernet Sauvignon, ni sa complexité, le merlot peut vite produire des vins mous et manquant de profondeur si le terroir est moyen ou s'il est mal travaillé. Comme le disait Jean-Claude Berrouet, le merlot pas mûr, c'est vert, trop mûr, c'est de la confiture. Tout l'enjeu de la production d'un grand vin de merlot, c'est d'avoir un terroir à même de révéler la finesse dont le cépage est capable quand toutes les conditions sont réunies, et surtout de préserver la fraîcheur essentielle à la production d'un cru équilibré, tout particulièrement pour un cépage prône à concentrer rapidement les sucres. Et les argiles pomerolaises jouent parfaitement ce rôle, ce qui explique que le merlot y représente près de 80% de l'encépagement. Le défi, c'est de trouver la bonne fenêtre entre la maturité alcoolique, la richesse en sucre, et la maturité phénolique, soit la maturation optimale des arômes et des tanins. À Pétrus, Berrouet estime que cela représente une fenêtre de 3-4 jours tout au plus. Il faut donc savoir viser juste. On l'a vu, le mythe de Pétrus tient à la qualité du vin autant qu'au voile de mystère dont est nimbée la propriété. Mais en réalité, si la viticulture et la vinification de Pétrus font l'objet d'une attention extrême, il n'y a pas vraiment de secret de fabrication. Le vignoble est planté à une densité qui varie entre 6300 et 7000 pieds à l'hectare, soit un peu plus que la moyenne de Pomerol. La famille Moueix considère que 40 ans est l'âge optimal d'une vigne de Merlot pour la production de grands vins. Aussi, la conduite du vignoble vise à approcher cette moyenne d'âge, mais sans vraiment la dépasser, et les ceps plus vieux sont régulièrement remplacés. La vinification est finalement assez simple et traditionnelle, avec des fermentations qui durent en moyenne 10 à 12 jours sauf exception. Pour le millésime 82 notamment, elle aura duré 3 semaines. Et surtout, pas de surextraction. Jean-Claude Berrouet avait tenté de pousser un peu plus loin en 1974 pour pallier à la relative faiblesse du millésime, et le résultat s'était avéré un échec avec des tanins un peu durs. Son fils Olivier Berrouet, qui lui a succédé en 2008, préfère les remontages au pigeage pour obtenir une extraction douce et optimale. Et pour bien comprendre ce choix, il me faut prendre quelques minutes pour expliquer de quoi on parle aux non-initiés. La plupart des raisins de cuve destinés à la production de vin sont des variétés dont la pulpe n'est pas ou peu colorée. Dans le cas du merlot, la peau des baies est noire, mais leur pulpe est translucide. Et comme c'est cette peau qui contient la majorité des arômes, des colorants et des tanins, il est essentiel d'extraire ces composés phénoliques durant la vinification. Pour faire du vin rouge, on remplit une cuve de baies soit entières, soit éclatées ou foulées pour faciliter l'extraction du jus, qui se libèrent peu à peu sous le poids des raisins. Les levures, naturellement présentes sur les baies et dans l'environnement, commencent à consommer les sucres pour les transformer en alcool et en gaz carbonique, tout en dégageant de la chaleur. C'est la fermentation alcoolique. La libération de gaz, conjuguée à l'action de la gravité, fait tomber le mou liquide au fond de la cuve et pousse les particules, telles que les peaux de raisin, vers la surface pour former un chapeau. Or, on l'a dit, ce sont ces peaux qui contiennent les tanins, les colorants et les arômes que l'on veut extraire pour obtenir le meilleur vin possible. Et le chapeau a vite tendance à former une croûte qui peut devenir réellement solide et s'assécher assez vite. Pour libérer ces composés phénoliques, il existe donc 2 méthodes principales. La première, c'est le pigeage, qui consiste à monter en haut de la cuve pour briser le chapeau, typiquement à l'aide d'une perche, et réimmerger les peaux dans le mou. La seconde, c'est le remontage, qui consiste à tirer du mou de raisin au bas de la cuve pour le remonter et asperger le chapeau avec pour continuer l'extraction. Chaque méthode a ses avantages et ses limites, qui les rendent plus ou moins adaptées selon les cépages, mais dans le cas du merlot, le remontage permet une extraction douce et aussi d'oxygéner le mou, ce qui contribue à révéler les arômes qui font la grandeur des vins de Pomerol en général et de Pétrus en particulier. Une fois la fermentation alcoolique terminée,
le vin est séparé de ses solides et la fermentation malolactique se poursuit en cuve avant que le vin ne soit transféré en barrique de chêne français pour un élevage de 18 à 24 mois, avec une proportion de bois neuf qui varie généralement entre 45 et 55% selon les millésimes. Les vins sont ensuite clarifiés au blanc d'œuf, c'est-à-dire qu'on verse du blanc d'œuf dans les fûts pour que les protéines de l'œuf capturent les particules solides en suspension et se déposent ensuite sous forme de lie au fond de la barrique. Les chefs qui nous écoutent reconnaîtront là le même procédé que l'on utilise en cuisine pour clarifier un bouillon en consommé. À la fin des années 70, Jean-Claude Berrouet avait également commencé à pratiquer une légère filtration avant la mise en bouteille. Et c'est peut-être la seule opération qui peut faire l'objet de débat. 30 000 bouteilles environ sont mises chaque année à la propriété, dont les installations ont fait l'objet d'une première rénovation en 2002 et d'une seconde en 2015. Mais si les architectes ont amélioré le confort de travail et l'accueil des visiteurs, il n'y a toujours pas de château à proprement parler. Au-delà de l'histoire et du mythe de Pétrus, il y a d'abord et avant tout un vin. Un vin dont on vient de voir que l'élaboration obéit à des principes somme toute assez simples, mais un vin qu'il va bien falloir goûter pour comprendre d'où vient l'engouement pour Pétrus. Or, goûter Pétrus, ce n'est pas si simple. D'abord parce que le château n'accueille que très peu de visiteurs, mais aussi évidemment à cause du prix très élevé des bouteilles sur le marché. Réglons donc dès maintenant la question du prix et des débats qui l'entourent, pour pouvoir ensuite nous concentrer sur le vin. Une bouteille de Pétrus, aujourd'hui, vaut environ 3 000 € chez un caviste. Un prix vertigineux qui varie évidemment selon les millésimes et bien supérieur à ceux des premiers grands crus classés type Lafite ou Latour, dont il est le triple, voire le quadruple. Je ne vais pas rentrer ici dans le débat à la fois sensible et complexe du prix des grands vins, mais je ferai simplement observer que le château n'a qu'une responsabilité limitée dans cette inflation, qui résulte d'abord et avant tout du marché et de la loi de l'offre et de la demande, pratiquée par les revendeurs. L'exemple de Pétrus 2010 est parlant. Acclamé par la critique et noté 100 points sur 100 par l'influent Robert Parker, le millésime a été proposé en primeur au prix de 690 € hors taxe. Aujourd'hui, il se vend 4 000 € la bouteille sur le marché. Cette valorisation, combinée à la légende forgée depuis plus d'un siècle, attire toutes les convoitises, et malheureusement aussi celles des criminels. L'expert Michael Egan suggère « Pétrus est sans doute le vin le plus contrefait du monde ». Et une blague a longtemps circulé dans l'industrie, disant qu'il se vendait autant de Pétrus 82 à Las Vegas chaque année que le château n'en avait jamais produit. Le faussaire allemand Hardy Rodenstock, dont je vous avais déjà parlé dans la première saison, avait, à lui tout seul, vendu 107 magnums de prétendus Pétrus 1921 à la firme Royal Wine Merchants de New York. Les deux marchands, Jeff Sokolin et Daniel Oliveros, avaient plaidé la bonne foi. Mais qui peut honnêtement croire à une telle offre quand on sait que Pétrus était encore un château peu connu dans les années 20, en dehors de la France et de la Belgique, qui ne faisait que 6,5 hectares avec une production bien plus faible qu'aujourd'hui, et à une époque où en plus, la mise en bouteille de grand format était assez rare. Dans le monde des grands vins, comme dans les autres secteurs, il faut toujours faire preuve de bon sens. Et quand une offre est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle est réellement trop belle pour être vraie. Pétrus, pour moi, c'est d'abord et avant tout une texture et un toucher de bouche hors du commun. Le terroir unique de la boutonnière argileuse est magnifié par le merlot qui en extrait toute la sève et l'essence dans un palais riche, tannique et parfois assez musculeux, mais toujours avec un grain d'un velouté exceptionnel et une trame acide discrète mais bien présente qui apporte la fraîcheur et l'équilibre et donne à Pétrus toute son harmonie et sa finesse. En bouche, le vin est puissant
est d'une persistance aromatique remarquable. Et si l'intensité ou la chair s'atténue avec le temps, il garde toujours cette longueur exceptionnelle. Alors on me répondra peut-être qu'il est de bon ton d'être élogieux quand on sait ce que l'on goûte, et que critiquer Pétrus relèverait presque du crime de lèse-majesté. Et pourtant, la première fois que j'ai goûté Pétrus, c'était à l'aveugle, lors d'un déjeuner chez un collectionneur avec le vigneron allemand Egon Müller, et notre hôte avait voulu lui faire l'honneur et la surprise d'ouvrir pour lui un vieux millésime du célèbre Pomerol. Le vin présentait une robe grenat qui tirait vers l'acajou au disque, et le premier nez fut un choc, au point que j'ai immédiatement relevé la tête de surprise pour croiser le regard des autres convives aussi stupéfaits que moi par la qualité manifestement exceptionnelle de ce que nous nous apprêtions à goûter. Le bouquet offrait un mélange entêtant de cerises macérées, de fleurs séchées et d'épices douces, avec une note caractéristique et surprenante que j'avais qualifiée dans mon carnet de dégustation de confiserie. Le palais était doté d'une structure légèrement ferme, mais d'un toucher très suave et voluptueux qui tapissait la bouche d'arômes à peine acidulés pour s'éterniser dans une finale interminable. Ce vin, l'une des plus belles bouteilles que j'ai eu la chance de goûter, c'était Pétrus 1970. Et je dois dire que la sensation que j'ai ressentie au moment où notre hôte nous a révélé la bouteille, c'était autant de la fascination et de la gratitude que du soulagement de constater que non seulement la bouteille se montrait à la hauteur de sa légende, mais qu'à l'aveugle, l'excellence de Pétrus nous avait tous saisis dès le premier nez dans le verre. Mais ce qui a, je crois, rendu l'expérience si exceptionnelle, c'était la dégustation d'un grand millésime à maturité. Car l'une des qualités qui fait la renommée de Pétrus, c'est son aptitude au vieillissement. J'en ai d'ailleurs fait un jour l'expérience avec un Pétrus 2006, ouvert en 2017, certainement trop tôt et aussi trop vite, par un amateur qui voulait le comparer avec un Masseto, un autre grand cru issu de Merlot, venant non pas de Pomerol, mais de Toscane. En cette occasion-là, le palais présentait toujours cette profondeur exceptionnelle, mais le bouquet en revanche s'avéra beaucoup moins complexe et raffiné que je ne l'espérais, tout en offrant une grande richesse. Et pour tout dire, il souffrit un peu de la comparaison avec un Masseto 2001 qui, lui, semblait déjà atteindre sa plénitude. Et pourtant, je ne suis pas sûr que la même comparaison aujourd'hui ou dans 10 ou 15 ans donne le même résultat. Car c'est bien dans le temps que les grands crus se révèlent et, malgré une capacité à fasciner dès son plus jeune âge, Pétrus ne fait pas exception. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas toujours brillé dans des dégustations à l'aveugle, car servi trop jeune pour avoir eu le temps de vraiment se révéler. J'en veux pour preuve un 94 dégusté à 20 ans d'âge en 2014. Le millésime 94 était oubliable. Et, sans être une mauvaise année, il ne possédait pas les attributs des meilleures vendanges. Et pourtant, la fraise des bois se mêlait à la griotte et au bâton de cannelle dans une structure fraîche et harmonieuse, soutenue par une matière souple et caressante qui était un vrai délice. La finale était longue, sur des nuances de grains de café et de 5 épices, et, sans avoir la profondeur des grandes années, c'était un vin absolument superbe. J'ai bien conscience que ça peut sembler un peu décevant de conclure en disant qu'il faut savoir attendre les grands vins. Mais si le plaisir réside parfois dans la surprise, il faut aussi savoir apprécier les trains qui arrivent à l'heure. En 2017, la famille Moueix a vendu 20% du capital de Pétrus à Alejandro Santo Domingo, un milliardaire américain d'origine colombienne, pour une somme non confirmée qui avoisinerait les 240 millions d'euros, soit une valorisation à 105 millions d'euros à l'hectare. La transaction a fait beaucoup parler, évidemment à cause de la cession d'une partie d'un domaine iconique, mais aussi par le profil de l'acheteur. En fait, les Moueix connaissaient la famille Santo Domingo depuis des années
est la rencontre entre Jean-François Moueix et Julio Santo Domingo, le père. Pour Santo Domingo, c'est l'opportunité d'acquérir une part d'une propriété et d'une marque sans égale au monde. Pour les Moueix, c'est un apport massif de liquidités qui pourrait leur permettre d'assurer la pérennité de Pétrus au sein de la famille, surtout dans la perspective d'une transmission, et ce, tout en gardant le contrôle de la propriété. La transaction a bien fait grincer des dents parmi les autres propriétaires de Pomerol, surtout inquiets des possibles retombées fiscales de cette valorisation, mais l'avenir de Pétrus semble donc assuré. Et le millésime 2025, qui vient d'être présenté en primeur, s'annonce déjà comme une très grande année. Un chapitre de plus dans la saga du plus secret des grands vins du monde.